Salut les gars, donc je me présente, je m'appelle Trou Tristan, j'ai 25 ans, je suis actuellement à Nice, très beau soleil. Demain tout le monde s'apprête à courir parce que c'est le marathon Nice-Cannes, donc je suis ici pour aller les supporter et je vais vous expliquer aussi mon parcours qui m'a amené à courir un marathon et ce qui m'a poussé à me dépasser chaque jour. Ça y est, là je me retrouve avec Tristan, j'espère que tu vas bien mon gars, que tu as la Écoute, pêche. moi j'ai la pêche, super bien. Comme prévu, là je suis avec le marathonien le plus en forme du moment. En 2025, je crois que c'est le marathonien le plus en forme. Ah ouais. Bon, je vais te poser Clairement. une série de questions. Ah mon gars, je suis prêt. En fait l'idée de cette interview c'est vraiment de faire une bonne conversation entre nous deux. Comme ça au moins tu nous retransmets un peu voilà, ton parcours. Parce que c'est vrai que tu as un parcours assez inspirant. Tristan, donc déjà présente-toi, explique un peu qui tu es, d'où tu viens, explique un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment d'où tu viens mais qui aimeraient le comprendre. Alors voilà, moi je m'appelle Trou Tristan, donc je viens du Nord-Pas-de-Calais, exactement de Uby-Saint-Leu, donc pas très loin de la Côte d'Opale. Donc voilà, j'ai vécu toute mon enfance là-bas, j'ai fait mes années aussi en sport-études au collège, lycée, bon j'ai vraiment tout fait là-bas. Donc voilà. Et quand tu étais petit, c'était quoi un peu tes rêves de gosse? Parce que là maintenant tu es devenu un marathonien, mais les gens ils veulent comprendre, ok, c'était quoi qui t'animait quand tu étais petit? Alors moi c'est tout simple, quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé d'être footballeur professionnel. C'est vraiment la première chose que je voulais, c'est pour ça que je me suis immédiatement lancé dans le football, je suis parti en sport-études, je voulais faire de ma passion un rêve. Et finalement ça a dérivé vraiment sur autre chose. J'ai voulu partir dans la police. Ça a été un autre rêve pour moi et actuellement je suis dans la police et là je vais pas tarder à retourner d'ailleurs en école pour pouvoir évoluer et monter en grade. Ok, c'est intéressant Tristan, que tu nous parles de ton rêve de devenir footballeur. Et c'était quoi qui t'a attiré sur ce métier? C'est quoi? C'est les valeurs sportives ou c'est la gloire? C'est le succès? C'est quoi? Parce que c'est assez intéressant de comprendre cela. Alors moi ce qui m'intéresse énormément dans le football, c'est parce que c'est un sport collectif, c'est du sport, c'est bénéfique pour la santé et c'était aussi quelque chose qui m'avait toujours attiré dans le sens où le fait d'être avec des personnes bien entourées, pouvoir juste taper dans un ballon, je trouvais ça juste incroyable et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu être footballeur. Bon, je le suis pas, mais voilà, le foot ça fait partie de ma vie et ça fera toujours partie de ma vie. Donc c'est vraiment l'entourage, le fait d'être dans un sport collectif. C'est ça. Avec différentes personnes et du coup tu as commencé à faire du football, c'est ça? C'est ça, exactement. Et comment ça s'est passé un peu tes premiers moments de football? Est-ce que tu as été déçu quand tu as commencé? C'était les coachs qui t'ont démotivé? Ou c'était l'esprit de groupe qui était bien, pas trop bien? Explique-moi un peu comment ça s'est passé. Alors moi j'ai super bien vécu mes premières années de football. D'accord. J'ai commencé en débutant, donc c'était à Edin, Olympique Edin Marconne. Donc c'était vraiment trop bien, j'étais super bien encadré. Les gens ils étaient gentils avec moi, j'avais des bons entraîneurs, mention spéciale à Eric qui a toujours, à Edin, qui avait toujours été là pour moi. Et ça a vraiment boosté Eric. Ouais voilà, et ça restera toujours mon entraîneur préféré parce que j'ai vécu des beaux moments avec lui et même avec la plupart des joueurs avec qui j'étais quand j'étais petit, ça s'est toujours très bien passé. Donc ouais, j'ai vécu des débuts vraiment top sous les couleurs aidinoises, vraiment. Et ça, c'est inoubliable. C'est des moments où je m'en souviendrai toute ma vie, même à un tournoi qu'on avait fait à Loun Plage. C'est l'un des plus beaux tournois que j'ai fait et pareil, c'était avec le club d'Edin et c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Et tu étais à quel poste au football? Alors moi, j'étais attaquant, donc j'étais neuf. Et j'étais, voilà, c'est ça, j'étais un sprinter. Moi, c'était passe en profondeur et je partais au but et j'allais marquer. Moi, c'était mon objectif. T'avais un idole un peu? Alors moi, mon idole, c'était Cristiano Ronaldo, forcément. Cristiano Ronaldo, okay. Mais vu que j'étais petit, t'as capté, ça change tout le temps. Un coup c'est Ronaldo, un coup c'est Messi. Tu vois, on va pas trop rentrer dans ce débat parce que sinon tu vas peut-être te faire des ennemis. Ouais, tu vois. sinon je vais me faire des ennemis, donc voilà, bon, t'as compris. Alors toi, t'as fait du football et après,
as vécu un moment assez sombre dans ta vie, tu as commencé à fumer, à boire. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tu as arrêté le football? C'est ça. Donc oui, c'est après le collège, quand je suis arrivé au lycée, je savais ce que je voulais faire, mais je me faisais beaucoup influencer par les autres. Je faisais n'importe quoi dans ma vie. Par exemple, je voyais les autres fumer, bah moi je faisais de même, j'allais fumer avec eux. Les autres buvaient, je faisais pareil. En fait, je me suis perdu et ça a été un moment vraiment difficile parce qu'en fait, j'étais plus moi-même et c'était vraiment une période où j'étais vraiment au fond du trou. Donc par exemple, comment dire ça? Du coup, explique-nous un peu comment ça s'est passé, en fait, l'enfer que tu as pu commencer à vivre, parce que tu es passé d'un gars qui faisait du football, qui avait quand même des rêves qui l'animaient, à une personne qui commençait à fumer, avoir un mauvais entourage. Je sais que l'entourage c'était quelque chose d'important, donc là ça veut dire que tu as commencé à être intéressé, à t'entourer de personnes qui fumaient, comment ça se fait? C'est ça, en fait c'est tout simple. En fait, j'étais vraiment la personne qui adorait le football, qui avait vraiment, qui était sain. Et j'ai vraiment dérivé parce que j'ai eu un moment de flottement dans ma vie où je commençais à me lasser du football, alors que c'est pas quelque chose habituellement. Et d'où il vient ce moment t'es un peu dégoûté du football? C'est vraiment quand je suis arrivé au lycée au milieu de l'année, parce que je me faisais vraiment influencer par les autres. Parce que quand je suis arrivé au lycée, c'était vraiment une période d'adolescence, tout ça. C'est ça, je voulais découvrir plein de choses, mais sauf que j'ai vraiment basculé du côté où il fallait pas. Donc je sortais fumer, je séchais les cours. Les week-ends, c'était des soirées. Et tu as commencé à sécher les cours aussi? C'est ça, exactement. Voilà. Et comment tu as commencé? Tu commençais à fumer juste une cigarette? C'est comment? Alors juste avec quelques copains, tu t'es dit allez vas-y je vais sécher les cours, je vais faire un peu le gangster quoi. Voilà. Non mais exactement c'est ça, c'est que je voyais les autres faire des conneries et en fait je sais pas, moi ça me plaisait. Donc je me suis dit je vais faire comme eux, je vais aller fumer une clope, je vais aller boire un verre et tout. Et en fait c'est une habitude que j'ai pris et en fait j'ai continué à suivre le chemin là. Et après, dérapement total. Donc en fait, c'est vraiment le fait que tu avais des personnes qui faisaient de mauvaises choses, on va dire vraiment de mauvaises actions. Et vu que tu étais adolescent, tu te dis bon vas-y, je vais faire un peu la même chose. Ouais, c'est ça exactement. En fait, pour moi, c'était pas normal d'être normal. Okay. D'être la personne qui fait du sport et qui rentre chez lui et qui ouvre son cahier et qui fait ses devoirs. En fait, je pense que tout ça m'a saoulé et je voulais faire comme les autres, profiter, sauf que je faisais pas du tout des choses qui étaient bien quoi. Donc j'ai vraiment dérivé avec les personnes qu'il fallait pas et puis donc en fait t'as dérivé au fait que les personnes te trouvaient trop sportif peut-être? C'est ça, exactement. Trop sportif et ils te disaient bon vas-y il faut profiter. Voilà. C'est un peu le terme qu'on dit souvent, c'est one life, il faut profiter de la vie. C'est ça. Voilà, maintenant il faut fumer. C'est un peu la période adolescence, t'avais quoi, 15 ans, 16 ans? Tu commençais à fumer, à boire, etc. C'est ça, Exactement, j'étais trop sportif, j'étais tout le temps dans le sport, donc j'avais pas vraiment de temps pour moi en mode sortir. Donc quand j'ai vraiment commencé à sortir, c'est là où les ennuis ont commencé. Donc comme j'ai pu te le dire, j'ai commencé à fumer des clopes alors que j'aime pas fumer, c'est nul, ça sert à rien. Je conseille à personne de fumer, ça mène à rien, ça sert vraiment à rien. Et j'ai commencé à boire, sauf que il y a boire et boire. Je sais que voilà, on est libre de boire un coup avec modération et tout, c'est cool, il n'y a pas de problème. Par contre, vraiment se torcher la gueule, c'est pareil que fumer, ça ne sert strictement à rien. Ça t'apporte que des maladies cardiovasculaires. Franchement, c'est inutile. Mais bon, après, voilà, moi je dis rien. Les personnes actuellement qui fument et qui boivent, c'est leur problème. Moi, justement, j'incite aux jeunes de maintenant justement de plus boire, de plus fumer. Mais on vit actuellement dans une génération où c'est compliqué de leur dire les choses. Mais voilà, moi je sais que... Ce qui peut être intéressant que tu nous dis, parce que là j'y pense un peu,
Quelles sont les personnes que tu as pu rencontrer quand tu as commencé à boire, à fumer? C'était quoi un peu les profils de personnes? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils fument, ils boivent? Est-ce qu'ils font d'autres choses plus graves? Donc les personnes que je côtoyais, c'était pas spécialement des bonnes personnes. C'est des personnes qui n'avaient pas vraiment eu d'éducation par leurs parents. Moi, je sais que j'ai vraiment... Donc ça veut dire qu'ils ont grandi peut-être sans père, sans mère? C'est ça, voilà. Enfin, moi, des personnes que j'ai connues, c'était pas le cas. Mais je sais que voilà, moi, j'ai toujours eu une éducation irréprochable. D'ailleurs, je remercie mes parents parce que c'est grâce à eux que j'ai eu cette éducation-là et j'en suis fier d'être l'homme que je suis maintenant parce qu'ils ont toujours été là pour moi et ça changera jamais. Je sais que demain, je suis dans la mer, je pourrais compter sur eux. Donc voilà, ça c'est vrai. Mais oui, j'ai toujours traîné avec des gens qui ont eu une éducation différente de la mienne. Donc forcément, ça change beaucoup de choses. Donc cette éducation, ils retransmettaient quoi dans leurs actions, ces personnes, par rapport à leur éducation? Si tu peux nous donner quelques exemples que tu as pu voir, que tes propres yeux. Par exemple, tu vois, eux, je vais prendre l'exemple de sécher les cours. Sécher les cours, pour eux, c'était normal. Tu vois. Alors que c'était normal parce qu'ils avaient tout simplement pas l'envie de travailler, de s'en sortir dans la vie. Tu vois. Donc c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le sens de l'effort? Voilà, ils n'avaient pas le sens de l'effort, ils n'avaient pas le sens de la motivation. Pour eux, progresser, s'améliorer dans la vie, c'était inutile. D'accord, donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas le sens également du développement personnel. Ils n'avaient pas le sens de progresser dans quel domaine de la vie. Peu importe. Ils voulaient plutôt régresser en fait. Exactement. Progresser dans leurs conneries. Ouais, voilà, c'est ça. Eux, ils étaient là pour t'accompagner dans leurs conneries et jusqu'à temps qu'il t'arrive un truc et puis après terminé. Et toi, t'es là comme un con et ta vie, elle ressemble à rien. Et en vrai, ce qui pourrait être intéressant que tu nous partages, c'est en quoi ces moments assez difficiles, ça t'a quand même construit un état d'esprit de guerrier. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'en bas, mais que ça leur a forgé un autre état d'esprit. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment ça t'a vraiment retransmis un état d'esprit beaucoup plus positif pour la suite? Donc oui, les mauvaises fréquentations m'ont amené à quelque chose de meilleur. En fait, dans la souffrance, on va dire que j'ai appris beaucoup de choses. Il y a un moment, quand je les ai arrêtés, j'ai eu beaucoup de temps solo, vraiment, où j'étais dans ma bulle. Je fréquentais personne. Je me renfermais dans les jeux vidéo. Ça, c'est vraiment vrai. Les jeux vidéo. J'étais accro aux jeux vidéo. Un geek. Je passais ma vie sur Call of Duty. J'étais là, je mangeais Call of Duty, je dormais Call of Duty, je me levais Call of Duty, je faisais tout Call of Duty. C'est horrible, horrible, vraiment une vie nulle. Dans ma tête, je me disais, mais qui voudrait de ma vie quoi. J'avais une vie virtuelle, j'avais pas une vie réelle. Bon, après ça a recommencé. J'ai replongé dans des fréquentations où c'était les boîtes de nuit. Je pensais que partir en boîte de nuit, continuer à boire, ça allait me sortir de ma bulle. Mais en fait, transformé la cigarette par les boîtes de nuit. C'est ça. Ok, intéressant. Et ensuite, c'est voilà, boîte de nuit et c'était du coup encore plus grave qu'avant. C'était jeux vidéo, boîte de nuit, jeux vidéo, boîte de nuit. Et ça faisait que ça pendant quelques mois. Et en fait, ma vie, elle se résumait à une addiction. Une addiction après l'autre. Voilà, c'est addiction après addiction. Mais c'est aucune énergie positive. C'est ça. Et j'avais aucune pêche, mais vraiment zéro pêche. Pourtant, je faisais un peu de sport, mais le peu de sport que je faisais, j'étais éclaté. Vraiment, j'étais nul, rincé. Niveau cardiovasculaire, je me posais des questions. Je me suis retrouvé une fois à l'hôpital, dis-toi, à cause de l'alcoolémie. Ouais. D'accord, et pourquoi tu t'es retrouvé à l'hôpital? Parce que j'avais consommé beaucoup d'alcool. D'ailleurs, beaucoup de Monster, là. Tu vois les trucs que tu mets dans du Jäger, là, l'alcool que tu vois. Alcool mélangé, quoi. Voilà, alcool mélangé. Et à bout d'un moment, mon cœur s'est dit stop, il n'était pas bien. Je suis parti à l'hôpital, j'ai fait une baisse de tension. Et après, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à réaliser pas mal de choses, que je partais en vrille, que je faisais trop le con. Du coup, ça a été un peu une prise de conscience. C'est ça, prise de conscience. T'arrives à l'hôpital, tu te retrouves à l'hôpital après une sortie que tu as fait en boîte de nuit, que tu avais abusé un peu sur l'alcool. C'est ça. C'est un peu un coma éthylique que tu as fait, c'est un truc comme ça? Alors, c'est pas coma éthylique, mais on va dire que j'avais fait... j'avais pris 2 cuites d'affilée. Donc,
Ça veut dire que j'avais consommé énormément d'alcool la veille et ensuite j'ai encore recommencé derrière. Donc en fait, et j'avais peu dormi. Donc mon corps, il était vraiment... Il était mort. Ouais, il était même pas hydraté quoi. J'étais déshydraté, j'avais chaud. Puis en plus, mon alimentation était dégueulasse. Je me nourrissais que de Kinder Bueno, que de choses grasses. Donc Que des mauvaises habitudes. que des mauvaises habitudes. Donc je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais payer cash. Donc je me sentais vraiment pas bien. Et c'est une amie à moi qui m'a ramené à l'hôpital. J'ai fait une baisse de tension. Et après, je suis rentré. Et là, je pense que j'ai réalisé beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as réalisé à ce moment-là? Quelle ta première prise de conscience à ce moment-là? Ma première prise de conscience, je me suis dit que la personne que j'étais, c'était pas la vraie personne, tu vois. Je me suis dit que je mérite pas ce qui m'arrive. Je suis pas ce genre de personne qui doit vivre ça au quotidien. Et je sais que, voilà, avant j'étais une personne normale et je peux pas me permettre d'être une personne comme ça actuellement qui vit dans l'ombre, qui est clairement en enfer quoi. C'est intéressant quand tu dis que tu mérites pas ce qui t'arrive. C'est-à-dire quand tu dis cette phrase. Parce que moi le plus gros défaut de ma vie, c'est de m'être laissé influencer par les autres. Parce qu'en fait, moi je voulais faire vraiment comme les autres, tout le temps comme les autres. Moi je pensais que même les trucs que les gens faisaient en mal, c'était bien pour moi. Alors que non, c'était pas bon pour moi. Et c'est ça, moi en fait, ma vie, c'est l'influence. C'est la pire chose qui m'est arrivée, l'influence des autres. L'influence. Et je me suis juré dans ma vie de plus jamais me laisser faire influencer par les autres. Par exemple, je vais donner un exemple. Je vais aller en soirée. Je passe une bonne soirée. Et mes collègues, par exemple, avec qui je suis, vont être un peu, tu vois, un peu pas bourrés, mais ils vont sentir l'alcool monter. On me dire, allez, bois un verre et tout, tu bois jamais. Ils vont t'inciter à. Voilà, on va m'inciter. Dans leurs actions. Et maintenant, je vais dire non. Parce que c'est quelque chose qui m'a fait tellement mal dans le passé, l'influence, que plus jamais de ma vie, je me laisserai influencer par les autres. Je suis quelqu'un de gentil. Je me faisais influencer par les autres dans le sens où je partais manger quelque part, et ben je payais pour les autres. Ouais, je vois Je vais boire un verre, je vais payer pour les autres. T'as toujours été gentil avec les autres et t'as jamais reçu ça. C'est ça. Et en fait, moi je faisais toujours plaisir aux autres, mais moi, personne ne me faisait plaisir, tu vois. Donc en fait, ils utilisaient ma gentillesse pour profiter de toi. C'est ça, pour moi. Donc en fait, ils profitaient énormément de ma gentillesse, mais en contrepartie, moi, j'étais rien pour eux. En fait, ils profitaient juste de moi, et c'est tout. Donc c'était vraiment des personnes qui n'avaient pas le sens de l'humanité. Hein. C'est ça, exactement. C'était plus du profitage qu'autre chose. Et en fait, j'étais pas heureux. Je pensais être heureux en faisant ça, mais en fait, non, pas du tout. Et en vrai, c'est intéressant parce que je pense que ça inspirera beaucoup de personnes qui sont en train de vivre ces moments difficiles. Je te comprends parce que moi aussi, il y a eu des moments où j'ai pu vivre ce que tu es en train de dire, donc je te comprends tout à fait. Et maintenant, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment s'est passé le moment où tu t'es dit, ok, moi je suis un gars qui boit, qui fume, voilà, t'es arrivé à l'hôpital et tu te dis, vas-y, je vais commencer à courir. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton esprit? Il va y avoir une grosse ouverture d'esprit parce que j'imagine que c'est quelque chose que tu ne veux pas faire. Alors, je m'en souviens, donc je me suis levé un matin. Donc ça c'est après le moment où tu es arrivé à l'hôpital? Alors ça c'est... Ouais, donc je m'étais mis du coup en arrêt maladie. En arrêt maladie, d'accord. Je m'étais mis en arrêt maladie de deux jours. Si je me trompe pas, je sais plus. Je crois que c'était 2 jours. Et à ce moment-là, je me suis fait une réflexion sur toute ma vie. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, je suis en train de gâcher ma vie. Tu as fait un peu une introspection sur tout ce que tu as réalisé. C'est ça. Tu n'avais rien réalisé en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Exactement. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous? En fait, tout ce que je fais là, pour moi, c'est nocif. Je côtoie des gens qui profitent de moi. Je bois alors que j'ai pas à boire. Je fume alors que je ne dois pas fumer. Voilà, c'est des choses vraiment qui sont pas moi, tu vois. Ouais, qui te représentent pas en fait. Ouais, voilà, c'est des choses qui me représentent pas. En train de te dégrader petit à petit. C'est ça, exactement. En fait, c'est que des choses qui me, comme tu dis, qui me dégradent. Et j'étais complètement perdu. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de... Voilà, je me suis remis en question sur pas mal de choses. Introspection avec toi. Voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut que je me vide la tête
et il faut que mon esprit soit ailleurs. Donc j'ai décidé de bouger du lit et d'arrêter la console là parce que j'étais trop accro. Ok. Je te dis, j'étais complètement taré. Totale. Ah oui, parce que j'étais complètement taré à la console. Je te dis, et moi mes repas, tu sais ce que c'était? Mes repas, j'allais chercher des boîtes de raviolis et de cassoulet et je mangeais ça comme ça. Ah ouais, ok. Voilà, donc c'était ça Donc mes tu repas. jouais, à peu près combien d'heures après par jour? Ah, je faisais des nuits blanches sur nuits blanches. Ah ouais, d'accord. Ah oui, oui. Ouais, j'imagine, Ah oui. l'état mental, il était vraiment catastrophique. Ah oui, catastrophique. Hygiène de vie catastrophique. Ah non, mais tout était catastrophique. J'avais des boutons de partout parce que je bouffais que du sucre, tu vois. Ça aussi. Certes, il y avait l'acné parce que je faisais aussi des prises de rendez-vous au dermatologue, tu vois, parce que j'avais quand même pas mal de boutons. Mais le fait d'avoir énormément consommé de sucre en peu de temps, j'attrapais énormément de boutons et c'était horrible, horrible. Je ressemblais à rien. En fait, je me disais comment je pouvais avoir confiance en moi. Parce que déjà, je ressemblais à pas grand-chose. Que ce soit... Donc vraiment, là tu dis un truc assez intéressant. Donc ça veut dire que là, t'avais aucune estime de toi et t'avais aucune confiance en toi. Ah ouais, zéro confiance en moi, aucune estime de moi. Je ressemblais à rien, je m'en foutais, je prenais pas soin de moi. Mes cheveux, c'était catastrophique. Tu sais pas du coup. Ouais, voilà, mais je te dis clairement, Vraiment, clairement, ok, j'intéressais d'accord. aucune fille. J'intéressais aucune fille. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas. J'intéressais aucune fille et je me plaignais, je me dis mais pourquoi les filles ne sont pas intéressées par moi? Parce qu'en fait, tu te disais, ah ouais, mais pourquoi les filles ne viennent pas à moi en fait? Ouais, voilà, pourquoi les filles ne viennent pas faire moi? Mais en fait, ça, je l'ai compris que quand j'ai enfin ouvert les yeux, tu vois. D'accord. Et Donc là, tu ouvres les yeux et tu te dis, je vais commencer à courir. Et tu fais tes premières foulées. Comment ça s'est passé? alors, Comment ça s'est passé? Explique-nous. Parce que... alors moi, même dans le football, j'aimais pas spécialement courir. Moi, c'était, tu m'envoies le ballon sprint, je vais marquer un but, tu vois. J'étais pas quelqu'un d'endurant, vraiment d'endurant. CR7 quoi. Voilà. J'aimais le football, mais courir, c'était pas mon délire. Donc en fait, j'étais inscrit à la salle, que j'allais d'ailleurs jamais, parce que vu... J'étais inscrit, voilà, en fait, voilà, c'est ça, c'était prenez mon argent, je reste chez moi. D'accord. Moi, c'était ça. Donc ensuite, je suis parti donc à la salle de sport. J'ai commencé à faire du tapis. L'enfer. Je faisais même pas 5 km, je faisais 2-3 km flingué. J'avais pas de montre, je m'entraînais avec rien. J'étais carrément en jogging. Je partais à la salle, j'étais en jogging, je courais en jogging. Tu sais, le mec, il crevait de chaud. Voilà, j'avais aucune base, j'étais nul. Et ensuite, j'ai commencé à courir. J'ai commencé à prendre un rythme régulier. Et ensuite, j'ai commencé aussi à découvrir d'autres personnes à la salle de sport. Donc, tu as rencontré d'autres personnes. Donc, explique-nous comment ça s'est passé. Donc en fait, donc là tu t'es mis au sport, tu es allé à la salle, c'est ça. Et là tu rencontres des gens. En fait, ouais, voilà, le fait de fait de pouvoir aller à la salle du coup maintenant plus régulièrement, j'ai appris à connaître des gens. Donc forcément, eux, ça faisait des années qu'ils étaient dans le sport, ils avaient une bonne hygiène de vie, ils étaient sportifs. C'était pas des geeks. Voilà, c'était pas des geeks. Donc, et puis eux, tu vois, ils avaient aussi leur relation amoureuse et tout, tu vois. Donc ils avaient une meilleure situation de vie. Une meilleure situation de vie que moi. Ils étaient en couple. Clairement, c'est ça. Et moi je me suis dit putain, ils ont de la chance et tout, tu vois, ils sont en couple, moi je suis tout seul, tu vois. Je suis un gros, en fait, tu te parlais un gros connard à ce moment-là. C'est ça. C'est ça. Je suis tout seul dans ma bulle, je suis un gros connard. T'as de l'acné. C'est ça, j'ai de l'acné, je suis pas bien. T'as les cheveux qui partent en couille. Voilà, c'est ça. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est une canette. Hop, allez, je bois, tu vois. C'est nul, tu vois. C'est ça. En fait, c'était ça. C'était Monsieur Soirée. J'aimais pas ça, en fait. Mais ça, je le savais pas au début. C'est vraiment qu'après. Donc, j'ai connu des gens et tout dans le sport. Et ensuite, j'ai vu qu'à la salle de sport où je suis, donc au Club Center. Bon, maintenant, j'y suis plus parce que maintenant. C'est un coureur, ça tu vas nous expliquer aussi. Ouais, voilà, et puis de toute manière, je vais partir, donc j'ai dû résilier mon abonnement. Mais du coup, j'ai pu faire des cours collectifs là-bas. Et donc le coach, il a vu que j'allais pas très bien, tu vois. Donc il s'est mis à ma place, il m'a dit bah, écoute, moi je peux t'aider, tu viens tous les soirs à 18h15, c'est des cours cardio et tout ça, ça va beaucoup t'aider à reprendre un vrai rythme. Du coup, moi, j'ai commencé à faire ce qu'il m'a dit et j'ai commencé aussi à avoir une belle complicité avec lui. Donc, au fur et à mesure, c'est devenu vraiment quelqu'un d'important dans ma vie. Tu vois, c'est ça. L'amitié que tu as pu faire avec le sport. C'est ça. Il s'appelle François.
François. Et bah François, Il va voilà. faire la vidéo, il va être fier de toi. Ouais, j'espère qu'il va regarder la vidéo. Et bah François, il m'a aidé à beaucoup de choses. Il m'a aidé à perdre énormément de gras, à retrouver un bon rythme cardio-respiratoire, tu vois, enfin vraiment à reprendre confiance en moi, exactement. Et c'est vraiment devenu quelqu'un super important dans ma vie. Et il m'a aidé à prendre du muscle et c'est devenu vraiment un ami. Et grâce à lui, j'ai vraiment commencé à avoir une vraie confiance en moi. Et c'est à partir de ce moment, en fait, c'est à partir du moment où j'ai connu François que ma confiance en moi, elle a commencé à débuter. En fait, il a fallu que je rencontre quelqu'un. Ta vie commence à changer en fait, à évoluer. C'est ça, exactement. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a conseillé François? Alors, t'as dit vas-y, fais du sport, t'as commencé à faire tes premiers foulées avec lui, comment ça se passe? Alors François, il m'a conseillé à 100% de venir à chaque cours qu'il faisait. Donc c'était musculation cardio, tu vois. Genre cross-training un peu. Voilà, Ouais. style cross-training, tu vois. Il m'a dit viens tous les soirs, tout ça. Il me dit par contre, ma façon de manger, il me dit non c'est pas bien, faut pas que tu manges ça, c'est pas des bonnes choses, c'est plein d'additifs, tu sais, toutes les boîtes et tout que je mange c'était de la merde. Il me dit fais-toi, voilà, dit, okay. Même pour l'alimentation il m'a dit écoute fais-toi manger normal, tu te fais des pâtes, du poulet, même des œufs, vraiment des trucs qui sont bons pour la santé. Des trucs basiques que tout le monde peut faire et que ça coûte pas beaucoup Voilà, d'argent, exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais mais vas-y les athlètes ils doivent manger des trucs qui coûtent trop cher. Mais en réalité je faisais des trucs simples, tu me disais bon vas-y fais des pâtes, poulet, tranquille. Exactement. Et t'as une bonne alimentation. Exactement, donc j'ai commencé à faire ça. Et ensuite, voilà, je me suis dit, le matin, tout ça, avec le travail, moi j'ai pas le temps de déjeuner parce que j'avais un rythme de nuit et tout, donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai décidé de commencer à prendre des shakers protéinés qui allaient m'aider à mon quotidien. Donc c'est à ce moment-là où j'ai rencontré Lise et Benoît. Lise et Benoît, voilà, donc d'autres personnes qui m'ont inspiré parce qu'ils ont aidé plein de gens à se remettre en forme et eux, ils m'ont vraiment aidé, mais énormément à me remettre en forme. C'était des shakers protéinés que je prenais. Donc avec ça, ils m'ont vraiment aidé à perdre beaucoup de gras et à avoir une super bonne hygiène de vie. D'accord, donc en fait, de nouveau. Lise et Benoît qui t'ont aidé à avoir une meilleure alimentation en fait. C'est ça, exactement. Et qui t'ont motivé aussi à potentiellement faire la course. Exactement. Et ils m'ont aussi aidé en faisant des visios. En fait, ils m'ont pas juste filé un produit comme ça, tu vois. Ils m'ont donné un produit, mais ils ont gardé contact avec moi. En fait, ils avaient une fiche de suivi avec moi. Ok, ils ont commencé à te suivre. C'est ça. Par rapport au sport. C'est ça. Et à chaque fois, j'avais un petit message ou un audio pour me dire comment ça allait, tout ça. Et moi, ça me faisait plaisir parce que bah, c'est motivant que quelqu'un prenne soin de toi comme ça en t'envoyant un petit message à gauche, à droite. Et ça m'a beaucoup plu et ça me donnait aussi de la confiance en moi, forcément. La confiance, parce que je me suis dit, bah, avant, dans la période que j'étais où les gens ne s'intéressaient pas à moi, là, j'ai vraiment des gens qui s'intéressent à moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, du coup, tu t'es senti, donc je me suis senti un peu mieux. En fait. Voilà, je me suis senti que j'avais un potentiel et que j'étais plus en sécurité. En fait. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Et du coup, de là, tu es passé du cross-training à la course à pied. Exactement, je suis passé du cross-training à la course à pied. Et comment s'est passée la course à pied? Alors la course à pied, mes premières foulées, c'était un soir de décembre. Après un cross-training, je me suis dit soyons fous, je vais aller courir. Mais en vrai, aucune base. Hein. Et je suis parti courir 10 km comme ça. 10 km d'un coup? 10 km d'un coup. Et comment t'as fait? En fait, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit wake up, go. C'est ça. T'as crié wake up, la caméra elle est tombée. C'est ça. Donc je me suis dit wake up. J'ai pas de base en course à pied. J'en ai zéro. Moi, j'ai toujours fait du football, mais c'est pas grave. Allez, je me lance. Et 10 km d'un coup. Ouais. Mais là, alors là, j'étais vraiment flingué, rincé. En fait, j'étais juste dans ma bulle et je me suis dit, faut que je me vide l'esprit, donc je fonce. Donc en fait, j'ai couru. Aucune base. Voilà, aucune base. Je suis parti courir 10 km. Et ton corps, est-ce qu'il te rappelait que tu étais un ancien fumeur à ce moment-là? Alors, ouais. Il m'a rappelé les soirées quand je me suis bien dégommé la gueule et que je consommais beaucoup de tabac. Bon, après forcément, il y a des gens qui vont se dire « Ah mais lui, on l'a jamais vu fumer, etc. »
Bon, faut savoir qu'avant, je partageais pas autant que ce que je partage maintenant sur les réseaux sociaux, tu vois. Bien sûr. Maintenant, T'as pas encore voilà. cet état d'esprit. Et moi, maintenant, je partage que des bonnes choses. Et forcément, que mes parents ou mon entourage ne savaient pas tout ce que je faisais avant. Il y a plein de trucs que mes parents ne savent pas. Mes parents, ils croient que j'ai jamais fumé beaucoup de cigarettes. Tu faisais en cachette, en fait. Voilà, tout ça, je faisais en cachette. Et je leur racontais pas tout. Je disais pas tout. Donc, c'est des mauvaises actions. Donc ouais, là, voilà. Là, tu as commencé à courir. Donc là, tu as fait 10 km. Et là, ça t'a motivé en fait. Ouais, ça m'a motivé. motivé. 10 km, même si c'était difficile, parce que je pense que tu imagines après 10 km, je devais être KO hein, sur sa première. Ouais, parce que c'était les tout premiers 10 km de toute ma vie. Parce que j'avais jamais couru 10 km. Parce que même si j'étais bon dans le foot et j'étais un sprinter, tout ce que tu veux, j'avais jamais fait 10 km en courant au football, tu vois. Parce que j'aimais pas spécialement courir. Moi, j'aimais jouer au ballon, jouer au foot, sprinter, aller marquer, tu vois. Moi, j'étais pas spécialement endurant. Tu peux être sprinter, mais pas endurant. Moi, je sais que dans le monde, par exemple, l'athlétisme, les sprinters, la plupart, ils n'ont pas vraiment de très bonne base en endurance. Ils n'ont pas un vrai fond d'endurance. Ouais, eux, c'est des sprinters. Donc ça, tu devais le travailler. Voilà, ça, je devais le travailler. Donc à ce moment-là, tu fais tes premiers 10 km et là, tu pars sur un plan d'entraînement. C'est ça. Je pars sur un plan d'entraînement. Je fais 10 conseillé par Lise et... Alors même pas, non, même pas conseillé par Lise et Benoît ou par François, quoi que ce soit. C'est devenu de moi-même. Je suis parti courir 10 km. Basta comme ça. Et là, par contre, au bout des 10 km rincés, mais en fait, au bout des 10 km, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert que, voilà, j'ai fait un cross-training juste avant. Là, je parcours 10 km juste après, alors que déjà, j'étais bien cramé. Je me suis dit, c'est les premiers 10 km de ma vie. Je me suis dit, si je suis capable de faire 10 km alors qu'avant, j'en étais pas capable, ça prouve quelque chose et je suis capable de faire plus encore. Donc là, ça t'a reboosté et tu t'es dit, ok, je peux faire plus que 10 km. Ouais. Donc là, l'idée d'un marathon, elle a commencé à te venir à l'esprit? Alors, un peu, on va dire, ou pas vraiment? Alors, l'idée d'un marathon, ça m'est pas venu, pas encore. Pas encore parce que... Et des compétitions, on va dire, des compétitions. Voilà, ouais, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai réussi à faire 10 km. Bon, après, les 10 km, ils n'étaient pas très beaux à voir. C'était pas un rythme intense. C'était vraiment un rythme où je me suis dit... tranquille, quoi, c'était un 10 km. Ouais, voilà, et puis j'étais essoufflé et tout, tu vois. On va dire que mon endurance fondamentale que j'ai maintenant, c'était mon sprint. C'était mes 10 km intenses avant. Ouais, bien sûr, ouais, tu vois ce que je veux dire? Tu pars vraiment de loin, quoi. Ouais, donc je pars vraiment de loin. Donc, ouais, après, je me suis dit, ah bah, moi qui aime pas courir, j'ai fait 10 km, mes premiers 10 km, je me suis dit, bah en fait, c'est pas si mal de courir. Je me suis dit. Et là, je me suis dit, bon, bah demain, je vais repartir courir. Et le lendemain, je suis reparti courir. Et à ce moment-là, tu commences à faire tes premiers plans d'entraînement. Mais à ce moment-là, c'est vrai que la course, c'est un sport qui est quand même difficile, surtout la course à pied pour un gars qui est fumeur et tout. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas abandonné? Parce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent dès les premiers obstacles, hein, ils commencent à courir et ils disent, ah, c'est pas possible. Moi, c'est mon état d'esprit. Alors, bah, explique-nous un peu ton état d'esprit. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as appliqué? Parce que je me suis dit, ça peut que me faire du bien de courir. Je me suis dit que de toute manière, j'ai commencé, donc je finis. Et par contre, je partais pas dans... C'est vrai que je me suis pas dit, ouais, je vais faire direct 10 km. De base, je devais faire que 5 km. Mais en fait, au bout des 5 km, je me suis dit, je peux continuer. Je peux faire les 10. Parce que j'avais jamais connu les 10. J'en avais fait 8. Donc en fait, c'est quelque chose au total dans ma vie, c'était impossible à faire. Voilà, c'est ça. Tu t'es dit, ok. Pour moi, mais je te jure, parce que c'est pas parce que j'avais fait du foot dans le passé. Je te dis, j'ai fait du foot dans le passé, mais j'aimais pas spécialement courir. Donc en fait, quand je suis arrivé au bout des 5 km, je me suis dit, si j'arrive à faire les 5, je peux faire les 10. Et en fait, j'ai fait travailler mon cerveau. Je me suis dit, allez, Tristan, tu peux le faire. Fais les 10. J'ai fait les 10. Donc en fait, en quelque sorte, tu as commencé à avoir une vision en fait. Au départ, c'était le 10 km qui était quelque chose comme objectif que tu souhaitais atteindre. C'est ça. J'ai toujours voulu faire 10 km dans ma vie. Pour moi, ça me semblait en vrai carrément dur, tu vois. Pourtant, j'étais footballeur. Je suis un ancien footeux, tu vois. Je veux dire, j'ai fait du football, tout ça. Mais courir sur un terrain, faire des sprints, courir, pas endurant, en fait. C'est ça, mais c'est ça, parce que courir, faire des sprints sur un terrain, aller marquer des buts, tu peux le faire. Mais je veux dire,
courir, faire de la course à pied, c'est complètement différent du football, c'est pas pareil. C'est vraiment basé sur l'endurance, tu vois. C'est basé sur l'endurance et c'est quelque chose Donc forcément, 10 km pour moi, c'était énorme, tu vois. Donc forcément, c'était très satisfaisant quand j'ai réussi à les faire. J'étais heureux. Je me suis dit, mais cette sensation, je me suis dit, j'ai réussi 10 km. Je me suis dit, ah non, mais si j'ai réussi ça, mais demain, je vais recourir. Parce que du coup, ça t'a motivé, t'as commencé à faire tes premiers 10 km et là, je te dis, bon, si j'ai fait ça, je peux continuer à le faire et en quelque sorte, tu commençais à être heureux. Ouais, voilà, je me sentais super heureux. Je me dis, putain, et en plus, je réalisais pas sur le coup. Je dis, putain, j'ai fait 10 km. Je dis, ça y est, je l'ai fait, quoi. Je dis, en plus, quand j'ai fait mes 10 km, je pense que j'avais pas la bonne attitude. J'étais avec ma veste, sous maillot, hyper chaud. J'avais pas les bons trucs. Ils disent ouais, mais il faut avoir le meilleur matériel pour commencer la course à pied. J'avais pas du tout le bon matériel. Toi, t'avais commencé avec des chaussures même à 30 €. Ah ouais, non, attends, mais j'étais. Alors, c'est super intéressant ce que tu me dis, parce que déjà j'avais zéro matériel. J'avais que des vieux trucs et mes chaussures, elles avaient 3 ans, 3 voire 4 ans, elles étaient flinguées et c'était même pas des chaussures pour courir. Et j'ai fait 10 km comme ça, je te jure que c'est vrai. Parce que moi, en fait, je connaissais rien dans le monde du running. Je savais pas ce que c'était courir avec des bonnes chaussures, tu vois. Enfin, moi, on me disait ASICS, tu vois, ASICS, c'est quoi ça, tu vois. Mais en fait, dans ton esprit, tu te préoccupais pas de la montre à acheter, du matériel à acheter. Ton esprit, il était seulement là pour se vider l'esprit avec la course à pied. Exactement, me vider l'esprit et me dire si j'en suis capable, tu vois. Et la preuve, j'ai réussi à faire 10 km, donc c'est que j'en suis capable. Et du moment que tu es capable à faire quelque chose, c'est ce moment-là où ton mindset échange et tu te dis putain, tu es capable de faire encore plein d'autres choses et pourquoi pas des choses plus folles, tu vois. Ah ouais, c'est impressionnant ce que tu expliques, parce que par la suite, tu as fait une course de 5 km. D'ailleurs, on s'était vu, tu avais fait un certain record dans cette course. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à cette compétition ? Alors, il y a vraiment de tout. Je me suis dit, pourquoi pas. En fait, j'ai pris le goût à courir. J'ai commencé vraiment à aimer ça. Et il me fallait un petit challenge, juste pour me tester. Donc je me suis dit, ma copine elle est du sud. Il y a beaucoup de courses dans le sud. Moi dans le nord, Tu veux mettre ta veste, hein, parce que je commence à avoir froid. J'étais dans le nord avec ma copine. Et elle m'a dit, Tristan, toi qui aimes bien courir et tout, ça te dirait pas de faire une petite course, tu sais, un genre de challenge, quoi, une petite course. C'est ta copine qui te dit vas-y. Voilà, une course officielle et tout. Parce que moi, j'aimais bien courir et tout. Hein. Je commençais à être bien, mais je courais que des 6 km et tout, tu vois. J'avais pas de base, j'étais pas quelqu'un qui avait l'habitude. Elle me dit, il y a une course officielle et tout à Nice, mais ça s'appelle le semi-marathon international de Nice. Je dis ouais, j'y ai allé. Elle me dit inscris-toi et tout. Je dis ok. Donc je m'inscris sur les 5 km parce que je pouvais pas me permettre de faire un semi-marathon. J'avais pas de compétences, j'avais rien, j'avais jamais fait plus de 10 km dans ma vie. Donc tu vois, je pouvais pas. Donc je me suis inscrit. Et j'arrive bien sûr à cette fameuse course. Donc j'étais tout stressé. Je savais pas du tout. Tout stressé. Je savais pas à quoi m'attendre et tout. Et en fait, à un moment, juste avant la course, plus de stress, plus rien. J'étais vide parce que je me suis dit, vas-y, fonce. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as tout à gagner. Donc en fait, tu as gagné, rien à perdre. Voilà, j'ai tout à gagner, j'ai rien à perdre. Donc ma copine a été là en plus derrière moi. Donc elle m'a dit, vas-y, cours, fais-le pour toi. Donc voilà, j'ai couru. Et je sais pas ce qui m'est arrivé en fait pendant la course. J'ai tenu à une allure que jamais dans ma vie j'aurais cru tenir. Alors faut savoir que j'avais fait du coup 18 minutes 45 je crois. Ah ouais, impressionnant. 18 minutes 45 aux 5000 mètres, mais j'avais aucune base. Et j'avais jamais couru à 3,45 au km/h pendant 18 minutes. J'avais jamais été en dessous des 4.
J'avais jamais fait entraînement spécifique, rien. En plus, bon, tout à l'heure tu m'expliquais un peu par rapport à cette course, et t'avais pas une montre où tu calculais tes battements par minute et tout. Non, j'avais juste mon Apple Watch était complètement cassé. Et attends, non mais tu sais quoi, le plus drôle dans tout ça, c'est que c'est ma copine qui a cassé mon Apple Watch la veille de la course. Donc c'est ta copine qui t'a motivé à faire cette course, qui t'a cassé l'Apple Voilà, Watch. qui m'a cassé mon Apple Watch parce que j'étais sorti, enfin, elle était en salle de bain et moi j'étais dans la douche. Et puis elle est arrivée et en fait sur le rebord du lavabo là, elle l'a fait tomber. Du coup, mais vraiment c'est au matin, c'est même pas la veille, je te dis des conneries, c'est au matin du 5 mm qu'elle m'a cassé ma montre. Du coup, en fait, je me suis retrouvé avec une montre qui était complètement en folie parce qu'elle buguait, mais j'ai réussi à l'activer le jour de la course. Tant mieux. Alors c'est vrai que d'ailleurs on s'est vu après cette course des 5 km où tu as battu un bon record. Et c'est là qu'après cette course, je pense que tu commençais à voir un peu le potentiel que tu avais. Et tu déclares sur une de mes vidéos que tu allais faire un marathon. Alors au départ, tu t'étais fixé l'objectif de moins de 3h44, si je me souviens bien. Moins de 4 heures. Moins de 4 heures. Ouais, je t'avais dit. C'est l'objectif d'un marathon. Donc après cette course, là tu te dis vas-y je vais faire un marathon. Je passe de 5 km à un marathon. Ouais. Ah oui, direct. Ouais, direct. Mais je me suis dit qu'en faisant ça, je vais en même temps dans l'année, parce que je me suis dit qu'une prépa marathon, c'est pas rien, ça demande beaucoup de travail. C'est intéressant que tu nous expliques. Ça a été quoi ta stratégie? Après ce 5 km, tu t'es dit je vais faire un marathon en moins de 4 heures au début. Qu'est-ce que tu as commencé à faire? Est-ce que tu as commencé à avoir cette vision de devenir un marathonien? Qu'est-ce que tu as commencé à appliquer comme stratégie, comme plan d'entraînement? Alors moi, ma stratégie, alors déjà j'avais aucune base, comme j'ai pu te faire comprendre dans tout ce que je t'ai dit. Pour moi, un marathon, ça me semblait trop loin. Hein. Je me suis dit, de toute façon, je vais même pas y arriver. Tu vois. Donc en fait, comme stratégie, c'est de m'inscrire à d'autres courses pour tester mes compétences. Tu vois. Donc je me suis inscrit au 10 km. Donc j'ai fait une course au 10 km, je fais une course au semi-marathon. En fait, course qui n'était pas trop loin de chez toi en fait. Ouais, voilà, pas trop loin de chez moi. Et c'est à ce moment-là où en m'entraînant à un 10 000 mètres, un semi-marathon, eh ben, je me sentais prêt à faire un marathon. Ouais. Ah ouais. Parce qu'en fait, les résultats que je faisais sur 10 000 mètres et sur semi-marathon, je me suis dit, si je suis capable de faire ça sur semi, ben en fait, je suis capable de finir un marathon. Ou je suis capable de... Et ça a été quoi un peu les premiers bons résultats que tu as pu faire sur ces courses? Alors... Sans forcément taper des records, mais... c'est tout simple parce que mon 5000 mètres c'était le 28 avril et mon semi-marathon c'était le 15 juin. Donc j'ai enchaîné le semi-marathon le 15 juin en 1h28 alors que... Tu partais de rien du tout. 1h28. 1h28. Pour un premier semi-marathon, c'est... 1h28, ouais. Même moi, je comprends pas ce qui m'est arrivé, tu vois. Et en prépa, j'avais pas du tout de prépa en fait, parce que en fait, je savais pas comment faire. J'avais pas de prépa. Le monde de la course à pied, je connais pas. Je sais pas ce que c'est. Le seul truc que j'ai fait, c'est commencer à investir dans des affaires, parce que j'avais pas d'affaires pour courir. Donc là, à ce moment-là, même durant tous 5 km, tu commençais à avoir un peu un matériel? Non, 5 minutes, j'avais pas de matériel. J'ai couru avec un legging. Et c'est pas avec un legging que tu perds, tu vois. Tu peux pas faire ça avec un legging. C'est intéressant parce que tu casses beaucoup de croyances limitantes que beaucoup de gens qui se disent ouais mais il faut avoir le meilleur matos, les meilleures chaussures pour pouvoir performer. Non. En réalité, tu peux courir avec un leggings et faire 18 minutes sur 5 km. La preuve aux 5000 mètres de Nice, j'ai couru avec ce que j'avais et c'est pas pour autant que ça va pas empêcher de battre. En plus, je sais très bien, il y avait une fille que je courais à côté qui est complètement dégoûtée et qui était vénère après la course parce que elle était dans un club d'athlétisme de Nice ou de Cannes et elle était très forte. Et moi, je pense qu'elle a eu des années dans la course à pied. Je l'ai battue alors que j'ai même pas. C'est ce que je veux dire. T'as quelques mois de J'ai même pas quelques mois. C'est impressionnant. Donc c'est forcément. impressionnant parce que tu casses beaucoup de barrières limitantes, tu vois, de croyances limitantes. Donc ça va motiver beaucoup de gens à se motiver à faire de la course à pied, à se bouger le cul, parce qu'en réalité, voilà, tu peux courir même pieds nus en vrai. C'est ça. Mais bon, j'aurais couru en crocs. Je ne conseille pas de courir pieds nus, mais c'est bien parce que du coup, ça a été un peu la suite logique de ta progression. Parce que tu as fait 5 km, après tu as fait 10 km, un semi-marathon. Et à partir de ce semi-marathon, je t'ai dit, ok, là je peux faire un marathon. Ouais, parce que je me suis dit, après le semi, je me suis dit,
vu à l'allure que je l'ai fait le semi, je me suis dit avec 20 km de plus, je peux tenir un marathon, tu vois. D'accord. Parce que je me suis dit, même si je fais pas le marathon à fond, je peux le faire doucement, tu vois, en mode style entraînement, tu vois. Je suis pas obligé de le faire en perf. Ouais, t'es pas obligé de le faire en perf. M'en fous. Et puis moi, mais tu te dis que je peux aller au bout, quoi. ouais, voilà, je peux aller au bout. En fait, quand j'ai fini mon semi, je me suis dit, un marathon, il y a moyen. Et je pourrais aller au bout, tu vois. Vraiment, je pourrais le faire. Et du coup, de là, tu commences à mettre en place ta stratégie. Ouais, là par contre, ouais, là c'était vraiment du sérieux. En mode vraiment marathon. Donc là, tu commences à penser vraiment marathon. Voilà, que tu mangeais, je dormais. Tu dormais marathon. Ouais, j'ai fait que ça. Franchement, je passais. Et comment s'est passé tes grosses sorties longues? Parce que je sais qu'un marathon, ça demande beaucoup de sorties longues de 30 km, parfois des sorties de 25 km. Comment s'est passé tes premières sorties longues? Alors mes sorties longues. Toi, de base, qui est pas vraiment durant. Bah moi, ce que je faisais, c'est que la plupart du temps, déjà, c'était que des footings lents. Que des footings lents. Que des footings lents. Pour moi, c'était la base pour gagner en endurance. Ensuite, j'ai commencé à faire 2 séances de fractionnés par semaine. Donc, c'est une fois de la VMA course sur piste et une fois une séance de fractionnés, mais tu sais, du seuil. Et ensuite, sortie longue, c'était. Au début, c'était 16 km, tu vois. Après, j'ai commencé à faire 18, 20. J'ai monté à 23, t'as progressé 28. Petit, ouais, 28. Après 28, j'avais fait 30. J'ai pas été au-delà des 30 et après je suis repassé à 23 au maximum. Et de là c'était quand même dur un peu les premières sorties longues? Ouais, les premières sorties longues, c'était des crampes. Hein. Ouais, beaucoup de crampes. Ouais, beaucoup de crampes, mais je buvais beaucoup d'eau. Mais par contre, il faut savoir aussi que c'est mon hygiène de vie qui m'a permis aussi de pouvoir enchaîner les kilomètres. Okay. Parce que le fait... Tu t'entraînais à peu près à combien de fréquences par semaine? En termes de kilomètres, j'étais à entre 50 et 60. Et par exemple, l'avant-dernière semaine avant mon marathon à Toulouse, j'étais à 80. Ah ouais, ouais. Ah, quand même un gros volume d'entraînement. Et comment tu as fait à mixer ça entre relation de couple, plus le travail? C'est vrai que c'est pas facile. J'imagine que tu as pu faire certains sacrifices. Ouais, donc j'ai fait du sacrifice, donc c'est tout simple. Moi qui est forcément dans la police et qui a un rythme de vie complètement décalé, tu vois, je travaille de nuit, je fais quand même 19h, 7h du matin, donc c'est pas le rythme idéal pour vivre. Donc c'est tout simple, je me serrais les dents, ça veut dire que je rentrais à 7h du matin, je dormais jusqu'à 15h, 15h, wake up, hop, on se réveille tout doucement. Je vais chercher mon petit verre d'eau, je le bois cul sec, hop, je prends mes petites vitamines. Oh, 16h, boum, parti courir. Ouais. Ensuite, je reviens chez moi, je me lave. Des fois, j'ai même pas le temps de me faire à bouffer. Donc, je suis obligé d'aller me chercher un petit truc vite fait au petit carrefour. Repas, hein, voilà, des fois, je sautais même des repas. Hop, je partais au travail. J'arrive au travail, des fois, lessivé, flingué. C'est pas grave. Hop, travail terminé, c'est reparti. Je faisais la même chose. Je me couchais, je me levais, wake up. Je m'entraînais et c'était tout le temps comme ça. Et par contre, pour gérer du coup ma vie amoureuse, par exemple, moi je sais que ça gênait pas ma copine, tu vois. Elle savait pourquoi je le faisais. Donc la bonne communication. C'est ça, la bonne communication dans le coup, parce qu'elle savait pourquoi je le faisais et que c'était important pour moi. Et moi je pense que dans une relation, du moment que ton partenaire c'est pourquoi tu fais, voilà, qu'est-ce que tu fais, voilà, et c'est à quel point c'est important pour toi, quoi. Voilà, c'est super important pour moi. Le fait qu'elle sache ce que c'est ce sport maintenant pour moi, qui est très important, et qu'elle me laisse faire, c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour moi. Ouais, ça m'a boosté. En quelque sorte, c'est quand même une personne qui t'a boosté à faire le 5 km. Ouais. Par la suite, et t'a boosté. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que c'est moi, si j'avais jamais fait le 5000 mètres de Nice, je sais pas si j'aurais continué dans la course à pied. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est elle qui m'a dit hey, tu sais qu'il y a une course pas loin de chez moi, à Nice, tu peux peut-être essayer, vu que tu n'as jamais fait de course. J'ai foncé 5000 mètres. Et là, j'imagine que quand même, durant ta période de marathon, elle a quand même dû péter un câble quelquefois. Ouais, franchement, elle me le disait, elle me dit Tristan, ça me saoule un peu, tu fais que t'entraîner. Moi j'en ai marre, tu vois, elle me dit j'aimerais plus passer de temps avec toi. Je dis oui je sais, mais voilà, j'étais vraiment trop focus. C'est vrai que je pensais beaucoup qu'à moi, mais je me suis toujours dit qu'avec tout ce qui m'est arrivé, ma priorité ça devait être que moi-même en fait.
ça devait être moi. Et elle le comprend. Et c'est ce que je lui ai dit aussi, même si on est ensemble, on est heureux, je lui dis que sa priorité, pareil, ça doit être elle, ça va pas être moi. C'est super important. En fait, c'est bien parce que tu expliques concrètement, surtout dans une vie de couple ou même dans une vie, même si tu es célibataire, ce qui est important, c'est de se focaliser sur soi-même. C'est ça. C'est même pour une personne qui est en couple, la femme doit se concentrer sur elle-même. Exactement. C'est ça. Parce que je vais te dire un exemple demain. Demain, comment te dire ça? Demain, alors tu es quelqu'un de bien, normal. Demain, il t'arrive un truc, tu tombes plus bas qu'à terre. Il y a qui va te relever? Personne. La seule personne qui va te relever, c'est qui? Bah toi. Voilà. C'est pour ça que je lui dis à tout le monde, ne jamais faire de quelqu'un sa priorité. Toujours faire de sa priorité soi-même. C'est le plus important. Ça, c'est un bon message que tu passes, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui négligent. Moi, tu vois... Ils se concentrent peut-être plus sur le couple, sur l'autre personne, au lieu de se concentrer sur eux-mêmes. Et c'est ça, et t'as des gens, que ce soit tes amis ou ta famille, ils vont te dire « Ah ouais, mais tu penses qu'à toi ». Mais non, en fait, tu penses pas qu'à toi. Parce que du moment où tu deviens toi, voilà, tu deviens meilleur et tu fais de toi une priorité, et ben c'est normal que tu passes moins de temps avec tes amis ou ta famille, ou tu fais moins de choses avec les autres, parce que tu veux faire ce qui est vraiment bon pour toi et tu te fixes des objectifs personnels. Donc forcément que ça change, la donne elle est différente. Donc là maintenant, cap sur le marathon. Là t'arrives. Là tu reviens d'un marathon, là c'était il y a une semaine. Ouais, c'est ça, il y a une semaine. Explique-nous comment ça s'est passé ta course. Donc là t'arrives. Le jour J du marathon de Toulouse, voilà, qu'est-ce qui se passe avant ta course? Voilà, quel était ton état d'esprit? Est-ce que tu étais stressé? Est-ce que tu étais calme? Explique-nous un peu tout. Alors, je me réveille tranquille le matin. Il est 4h40. 4h40. Alors, c'est vrai que les marathons, très souvent, il faut se réveiller tôt. Ouais, faut savoir que l'avant-veille, j'avais super mal dormi. J'étais quasiment en nuit blanche. C'était juste horrible. Donc, je me suis dit, si j'ai mal dormi, l'avant-veille, la veille, je pense que je vais m'endormir assez rapidement. Pas trompé. Je me suis couché à 18h. Je me suis levé à 4h40. Donc déjà ça va, mon quota de sommeil je l'avais. Mais je sais pas, je me sentais bizarre. Je me suis dit qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Tu vois, je me suis dit ça y est, c'est jour J. Est-ce que je vais avoir des étoiles de pression, quoi. Voilà, beaucoup de pression, beaucoup de stress. Est-ce que je vais avoir des étoiles dans les yeux aujourd'hui? Est-ce que je vais avoir des pleurs? Est-ce que je vais être un nouvel homme, tu vois? Parce que tu rentres en combat en fait. Voilà, c'est ça. Là, c'est ça y est, là, je mets mes gants, je rentre dans le ring, tu vois. Ah ouais. Je suis parti pour combattre. Et là, je me dis, je suis pas parti pour combattre 5, 10, 15, 20. Je suis parti pour battre 42 km, tu vois. Ouais, donc là ça a commencé à beaucoup me stresser, tu vois. Je me suis dit, est-ce que je vais le faire? Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Parce que je me suis dit, je n'ai jamais de toute ma vie couru autant de kilomètres. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Je me suis dit, est-ce qu'à un moment, en fait, dans un marathon, tout peut arriver. Et je me suis dit, est-ce qu'il va m'arriver un truc? Et je me suis dit, est-ce que je vais me blesser? Est-ce que... Enfin, en fait, il y a tellement de possibilités. En fait, ton cerveau il te dit, s'il faut te blesser, s'il faut... Ok. Ouais, voilà. Et en fait, c'est ça. Je me suis dit, est-ce que j'ai bien été préparé? Est-ce que j'ai les bonnes chaussures? Est-ce que j'ai les bons trucs, tu sais, le bon matériel que j'emporte avec moi? Est-ce que j'ai les bons gels? Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi, ce ravitaillement qui est important. C'est ça, les ravitaillements. Moi, tout ça, moi je sais pas ce que c'est, tout ce qui est ravitaillement, marathon, tout ça. Moi sur semi-marathon, 10 km et il n'y a pas de ravitaillement. Il n'y a pas trop, il n'y a rien. Tu vois, moi donc là sur marathon, tu vois, je me suis dit, nouveau, en fait, voilà, et je me suis dit, il faut que je me nourris de gel, tu vois. Et moi, le gel, c'est pas des trucs que j'ai l'habitude de prendre, tu vois. J'en ai pris 2-3 à un entraînement, mais je me suis dit, est-ce que je vais les encaisser au fur et à mesure que je les prenne sur les kilomètres, tu vois. Je me suis fixé prendre un jet tous les 7 km. Mais je savais pas si ça allait tenir en fait. Voilà, si ça allait tenir. Voilà, c'est ça. Je savais pas si ça allait être cohérent. Et il s'avère que si ça l'était quoi. Mais voilà, donc je reviens au tout début. Donc voilà, je prends mon verre d'eau et tout. Donc il faut savoir que
Ça va vous sembler fou ce que je vais dire, mais je n'ai pas pris de déjeuner avant le marathon. Ça veut dire que j'étais à jeun depuis 18 h la veille du marathon. Et pour quelle raison? Bah, en fait, je pouvais pas manger. J'étais trop stressé. Je pouvais pas manger, j'avais pas faim. Et tout ce que j'ai pu boire, c'est des électrolytes. Ok. Des électrolytes. D'accord. Électrolytes. Donc c'était caca, pipi du matin, électrolytes. Et j'ai encore fait pipi une fois arrivé là-bas parce que c'était bien organisé niveau toilette. Donc bon, j'arrive là-bas avec ma copine. Et en fait, le truc que j'arrêtais pas de regarder, c'était ma montre. Parce que j'étais fort stressé et putain, je voyais les BPM, ils montaient. D'accord, donc là, t'arrives sur la course. T'arrives sur la course, là tu commences le départ de la course. Là, tu commences à regarder ta montre. Tu regardes vraiment tes battements cardiaques. Quoi. Ouais, voilà. Et je voyais que c'était haut. C'était quoi un peu les conditions météorologiques ce jour-là? Alors voilà, les conditions météorologiques, il y avait de la pluie. Il faisait froid. Toulouse, on rappelle, c'était marathon de Toulouse. Ouais, marathon Toulouse. De la pluie. Il faisait froid. Ah ouais. Et j'étais stressé. J'étais dans le sas. Ma copine, elle était là, elle me rassure, elle me dit t'inquiète, ça va aller tout, c'est ton premier, tout va bien se passer. Elle me dit tu sais, peu importe ce qui arrive, elle me dit je serai fier de toi. Et tu vois, c'est juste ces petits mots-là, bah ça te booste. Ouais, t'es galvanisé, tu vois. Bien sûr. T'as envie de tout casser, tout déchirer. Ouais. T'es en mode, tu viens pas ici pour blaguer, tu viens ici pour marquer l'histoire. Pour marquer. Pour impacter. C'est ça, j'impacte. Moi, je suis pas venu ici pour décorer, tu vois. Moi, je suis pas venu ici pour la médaille, tu vois. Moi, je suis venu ici pour moi, pour montrer de quoi je suis capable et jusqu'où mes limites peuvent aller. D'accord, ouais, super. T'en as, ils courent pour les médailles et les chronos. Moi, je m'en fiche. Moi, tu vois, je cours pour moi. Tu combattais un peu l'ancienne version de toi-même, en fait. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Je combats vraiment l'ancienne version de moi-même. Et je me suis dit, voilà, Tristan, ce marathon, il va vraiment définir la personne que tu es vraiment. Ah ouais, ça c'est très inspirant ce que tu es en train de dire. Donc là, explique-nous comment ça s'est passé ta course. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Est-ce que ça a été facile pour toi? Explique-nous un peu l'envers du décor, tu vois. Alors, il faut savoir que aussi, avant ta course, sur ce que tu m'avais expliqué, tu as failli faire une blessure. Tu t'es blessé quelques semaines avant. Ouais, alors ouais, ça c'est super important de le dire, tu as bien fait d'en parler. Oui, la blessure 20 jours avant le marathon. Donc blessure au niveau de la cuisse. Donc je sais pas si c'était une déchirure, j'en ai aucune idée. Pour mon kiné, parce que c'est vrai que j'avais vraiment eu un kiné d'exception pour le coup, tu vois. C'est quelqu'un qui m'avait déjà soigné auparavant et une personne que j'ai pu contacter assez rapidement, tu vois. Donc hop, voilà, j'envoie mon certificat pour qu'il me prenne un rendez-vous, etc. Donc il me dit, t'es 3 semaines out. Direct. C'est 20 jours, le marathon c'est dans 20 jours. Donc là c'était dans... Ouais, donc tu pouvais pas y être. Donc là je peux pas y être. Bon, je dis je fais quoi? Je dis putain, et puis j'étais stressé parce que je me suis dit tout ça pour qu'il tombe à l'eau d'un coup. Je dis non, ça peut pas se finir comme ça, c'est pas possible. Ça peut pas se finir comme ça, ouais. Donc il commence à me soigner, me masser, enfin tu vois, j'avais vraiment confiance en lui, tu vois. Bien sûr. Et bon bah je lui demande si je peux faire de la natation. Il me dit ouais, la natation elle aura pas d'impact, tu peux le faire. Mais il me dit vas-y mollo quoi. Et je dis ok. Donc frérot, je me suis buté à la natation pendant une semaine. Je suis devenu un poisson, ouais, que de la nage, je suis devenu un poisson. Okay. Pourtant je suis nul, hein. J'étais rincé, hein. J'étais soufflé tout en natation. Moi je fais que de la brasse, du crawl je sais pas faire. Alors là mon gars, je suis devenu un poisson. J'ai fait séance de natation sur natation. Je te dis, par contre je faisais beaucoup de marches, je restais pas inactif. Ah, tu restais pas inactif? Ouais, je restais pas inactif. Et ça c'est... Quand t'es blessé, tu peux toujours quand même faire. C'est ça. Donc je suis resté actif, j'ai fait beaucoup de marches. Tu vois par exemple pour aller à la piscine, j'ai 3 km 5. Tu marchais? Bah je marchais. Donc 7 km à peu près aller-retour. Voilà, 7 km, ça faisait 7 km aller-retour, je partais à la piscine. Souvent il était 19h les horaires à la piscine, tu vois. 19h. Jusqu'à 21h, je faisais 2 heures de piscine, que de la brasse. Bon, bien sûr, je m'arrêtais parce que forcément, il faut que je bois un coup et tout. Et ensuite, pareil, qu'il neige ou qu'il pleut ou quoi, je prenais même pas le bus.
je faisais aller-retour chez moi 3 km 5. Voilà. Et j'ai fait ça pendant une semaine. Et j'ai senti que j'avais de meilleures sensations au niveau de ma cuisse et que ça allait un peu mieux. Donc au bout du 10e jour, il me dit bon viens, on va retester ta cuisse, ce que ça donne. Et donc je teste. Et il me dit est-ce que tu sens la douleur? Je dis bah là non, je sens pas. Il me dit t'as mal à l'arrêt? Je dis non. Donc à ce moment-là, il m'a dit bah écoute, ça a l'air bon. Alors je lui dis l'espoir de faire le marathon quoi. Ouais, il me dit bah je pense que ça va être possible. Il me dit c'est vraiment just, mais je pense que tu vas pouvoir le faire. Ah ouais. Donc en fait là je vois les 3 semaines d'arrêt que j'avais, je me suis dit mais en fait je vais pouvoir quand même le faire. Je me suis dit ça y est, je veux dire les 3 semaines ils vont plus exister là, je vais vraiment pouvoir le faire le marathon. On rappelle que c'est quand même le fait que tu t'es blessé mais que tu as été actif. Même si Ouais voilà, blessé, et en fait qui t'a permis de c'est ça, et c'est ce que être présent sur le jour du marathon. Et c'est ce que je me suis dit, en fait, je me suis dit le fait d'être blessé, le fait de rester actif et de faire de la nage, ça allait certainement m'aider, peut-être apaiser la douleur et reconstruire ton corps. Voilà, parce que la natation c'est bon pour tout le corps. Ouais, donc je me suis dit ça va peut-être beaucoup m'aider. Et pas trompé, au bout du 10e jour, il m'a dit bah Tristan, tu vas certainement pouvoir faire ton marathon. C'est intéressant parce que tu as quand même eu un état d'esprit de te dire ok j'ai une blessure mais je vais de l'avant. C'est ça, voilà. Je peux pas faire de la course mais c'est pas grave, je fais de la nage, c'est ça, voilà. je fais autre chose. On va dire que je me suis orienté sur autre chose. Pourtant je déteste la nage. Bien sûr, bien sûr. Franchement, je suis désolé, mais tu vas dire à un mec du running. Enfin, moi, je parle avec des gens qui font du running maintenant. Tu vois, je connais beaucoup de gens forcément. Maintenant, c'est ma passion. Donc, je connais beaucoup de monde. Et les runners ne kiffent pas la nage. Peut-être, t'en as, ils kiffent. Hein. Mais la plupart, tu leur parles de nage, ils sont pas bien. Hein. Ils sont pas bien. Ouais. Donc, moi, tu vois, c'est pas le truc que j'aimais. Parce que, voilà, tu vois. Si demain je suis amené à faire par exemple tu vois, un Ironman, je sais qu'il y a la nage. Ouais, je suis pas bien moi. Tu vois. C'est quelque chose que tu détestes également. Ouais. Mais bon, du coup là on revient sur le marathon. Quels ont été un peu les moments difficiles durant cette course? Est-ce que ça a été facile? Je sais pas. Alors, facile pour toi. Le départ. Donc déjà, les 2 dernières minutes avant le départ, j'étais de tension. Franchement, je me suis dit ça y est. Je vais partir. Ouais, pression, je vais partir. Et là, je me dis, dans ma tête, je fais quoi? Parce que je me suis fixé 3h15 comme objectif. Chiffre quand même ambitieux quoi. Ouais, 3h15. Je me suis dit, mais est-ce que je vais y arriver? Je me suis dit, je sais pas. Et dans ma tête, je me suis dit, l'option folle, la plus folle que jamais dans ma vie j'aurais pensé me dire 2h59. Moins de 3 heures sur ton premier marathon. Moins de 3 heures sur mon premier marathon, en 10 mois de course à pied. Et là, je me suis dit, en fait, ce premier marathon, genre, j'ai une superbe confiance en moi. J'ai des amis qui sont derrière moi, ma famille qui est derrière moi, ma copine qui est derrière moi. Donc je me suis dit, laisse-toi aller Tristan, écoute ton instinct et fais vraiment ce que tu as envie, toi. Écoutez ton instinct et fais ce que tu as envie et tu fonces. Voilà. Et là je me suis dit, au pire, ça passe pas, c'est pas grave, tu apprendras et tu reviendras plus fort. Là je me suis dit, j'étais juste à côté, j'ai vu le meneur d'allure 3 heures, j'étais là, je le guettais. Je dis putain lui il est tu vois, ouais, et puis tu vois, tu remarques les mecs qui ont de la carrure, qui ont l'habitude de courir, tu vois, qui ont des années. Puis lui tu vois, il était matériel, il y avait tout, tu vois, lunettes et tout, lui tu vois, ça se voyait que c'était un mec qui savait courir quoi. Je les reconnais assez vite. Et là je me suis dit vas-y, je me mets à côté. Et je dis ce mec là, je le lâche pas. Et je dis en plus c'est son job d'être meneur d'allure. Donc voilà, il sait quand accélérer, quand ralentir, tu vois. Je me suis dit bon allez, je me mets à côté de lui. Et là t'as le départ qui commence à se lancer là. Enfin non, je dis de la merde là. Mais ça y est, le départ commence. Et là je le suis. 4,15. Premier kilomètre. Deuxième kilomètre. Troisième kilomètre. Quatrième, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là je me sentais bien. En plus, ce qui était bien, c'est que le meneur d'allure, il parlait beaucoup avec les autres et il nous disait. Il boostait quoi. Voilà, il boostait, il disait
bon les gars, là on est bien, on va commencer à accélérer un peu plus. Et après il disait, ah bah là tu vois, il y a une côte et tout, on va commencer à ralentir, mais par contre, on va ralentir sur cette côte là, mais par contre après on va devoir sprinter un peu plus vite que l'allure De base. D'accord. Donc ça c'était bien, tu vois, un mec comme ça qui t'aide, c'est cool. Bon, 20 au semi-marathon en 1h28. Donc là, semi-marathon PR. Record personnel sur semi-marathon. Ah ouais. Donc je passe le semi-marathon en 1h28 et 0,7 secondes. Ça veut dire que mon record sur semi-marathon c'est 1h28 et 48 secondes où j'étais complètement lavé. Hein. Lavé, ouais, complètement lavé aussi. Et là, je me sentais bien. Et là, je me dis, PR, je me sentais bien, je prenais bien mes gels, je buvais à chaque ravitaillement, même si c'était fallait être rapide. Et là, dans ma tête, je me dis, putain, 21 km, je suis à 4,15, il y a moyen. Il y a moyen d'aller chercher les moins 3. Il y a vraiment moyen. Mais j'avais peur. Je me suis dit, on n'est qu'à la moitié. Il y a encore un bon chemin, un très long chemin. Je me dis, ça y est, bon. Bon là, c'est vrai qu'au début de course et tout, pendant les premiers 20 km, niveau ambiance, c'était pas terrible, tu vois. Parce que c'était beaucoup des ruelles et tout, il n'y avait pas beaucoup de monde, et puis il y avait la pluie et tout, c'était ouais, pas... Il n'y avait pas trop de gens. Ouais, il n'y avait pas trop de gens et tout. Bon là, 25e, je me dis c'est bizarre, j'ai encore les jambes et tout. Bon, ah putain, 28e, c'était dur. 28e, je commence à patauger et tout. J'étais là, je dis bon, je fais quoi? Je ralentis, je continue. Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais quoi? Je me dis, j'avais peur, je me dis, est-ce que je continue à cette allure? Mais par peur d'exploser au 30e, au 32e, au 35e. Donc un peu la peur du mur du marathon. Voilà, la peur du mur du marathon. Parce que le mur du marathon, je l'ai pris à l'entraînement, au 30e, tu vois. C'est pour ça que j'avais peur. Parce que je l'ai fait en endurance fondamentale, mais j'avais mangé le mur. Donc j'étais pas serein. Je savais pas si j'allais passer ce mur. Voilà, je savais pas si j'allais franchir ce mur. Bon, 29e, 30e kilomètre. Là, je commence vraiment à serrer les dents. Et c'est à ce moment-là où il y avait plus en plus de foule et de gens qui boostaient, quoi. Qui te boostaient, qui criaient ton prénom, qui étaient là. C'était incroyable. Franchement, il a commencé à... Enfin, je te dis, vers la fin du marathon, c'est à ce moment-là vraiment où il y avait de plus en plus de gens qui étaient là pour t'encourager et tu étais motivé. Donc, 30e, c'était dur. Et là, c'est vraiment après le 32e kilomètre. 32e kilomètre, là, je me suis dit, il en reste 10. Il en reste 10, il en reste 5 mental de fou. Et il en reste 5 qu'il faut que tu fasses avec le cœur, tu vois. Donc je me suis dit, je fais quoi? Je dis, ça commence vraiment à être dur. En plus, tu avais des chemins avec des pavés et tout, ça faisait mal. En fait, je me sentais bien niveau allure, hein. Le rythme, je le tenais, mais c'était les jambes. Je commençais à ressentir des douleurs et tout. Je me sentais pas à ma place, tu vois. C'est pas grave. Et là, j'ai vu un show avec une pancarte. Il y avait un truc Mario Todd. C'était marqué Boost. Boost, ok. Et là, ça t'a boosté. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai vu le truc. Je suis parti. J'ai commencé à taper dans le carton. Et je me suis dit, vas-y, go. Tu t'arrêtes pas. Et je me suis dit, c'est pas grave. Si je me foire 5 km plus tard, c'est pas grave. Au moins, j'aurais fait les 5 km, voilà, à fond. Donc voilà, boosté. Je commence à avoir le mental qui prend le dessus. Je commence vraiment à me dépasser. Je sens que je commence à aller au-delà de mes limites, tu vois. Au bout du 34e kilomètre, là, je me suis dit, ça y est, là, tu franchis un cap. Puis après, tu avais les gens, ils sont là, ils t'encouragent, ils disaient, allez, tu vas le faire. Il y a un mec, à un moment, c'est au 36e kilomètre, j'étais là, j'étais lessivé, j'en pouvais plus. Franchement,
En fait, c'est mon cerveau qui marchait, mais le bas, il n'y a plus rien. Les jambes, ils accéléraient plus rien. C'est ça, particulièrement, c'est difficile. Et je te jure, 36e kilomètre, affreux. Et il y a un mec, je suis là, je le vois, et je dis, je suis mort. Je lui fais comme ça. Il me dit, non, t'inquiète, mon poulet, t'es pas mort. T'es dans les temps, 3 heures, c'est pour toi. Ah, mon gars, fallait pas me dire ça. Et là, ton esprit gagnant est C'est ça, mon esprit gagnant est arrivé. Et en plus, c'est dingue parce que c'est des gens que tu connais pas. C'est vrai. C'est des inconnus en fait. C'est vrai, c'est des inconnus. Et moi, je trouve ça tellement important d'être encouragé par des gens qui me connaissent même pas. Et je trouve que c'est ce qui est le plus beau dans le running, tu vois. C'est que, en fait, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. La seule compétition, c'est toi. C'est toi avec toi. En fait, c'est toi-même la compétition. C'est la seule personne que tu. L'expérience de personne. C'est ça, voilà. Pour te booster. Ça, en fait, la seule personne que tu dois battre dans un marathon, c'est toi. C'est pas les autres. Et du coup, t'arrives. Et là, t'arrives sur la ligne d'arrivée et tu fais moins de 3 heures. C'est ça. C'est ça. Donc, explique-nous, voilà, tes derniers mètres. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es senti? T'étais bien? Bon, faut savoir que les 2-3 derniers kilomètres, plus les 3 derniers kilomètres, ça y est, j'ai réalisé que j'allais le faire et j'ai commencé à pleurer. Parce que sur les 3 derniers kilomètres, je me suis dit, ça y est, je vais le faire. Mais je me suis pas encore dit que j'allais sub 3 heures. Parce que j'avais encore 3 km. Et les 3 km, ils ont été. Mais c'était un enfer. Hein. C'était, j'ai l'impression que c'était l'infini. Tu vois. T'avais l'impression que c'était 100 km. Voilà, et en plus, les 3 derniers kilomètres, c'était que du long, avec des côtes et du droit. C'était que du droit. Et donc ouais, j'ai commencé à pleurer sur les 3 derniers kilomètres. Et je me suis dit, ça y est, Tristan, tu vas le faire. Peut-être que tu feras pas sub 3 heures, mais ton 3h15, tu l'as explosé en fait. Ah ouais. Et là, j'ai commencé à pleurer, sauf que en pleurant, j'ai commencé à perdre mon rythme, mes jambes, et je me sentais pas bien. Je commençais à angoisser. J'avais un genre de pointe, tu vois. Je me suis dit, stop, faut que tu te canalises, faut que tu arrêtes de pleurer. Il te reste 3 km, reste tranquille, ça va le faire. Donc j'ai arrêté de pleurer, je me suis canalisé, j'ai repris mon rythme parce que j'arrivais vraiment plus à respirer, hein, comme si j'étais en arrêt cardio-respiratoire, tu vois, je me sentais pas bien. En fait, je me suis dit, j'ai réalisé ce que j'étais en train de faire et l'accomplissement de tout ça dans mon année, que j'ai accompli tellement de choses cette année et que le marathon c'était vraiment l'accomplissement de tout ce que j'avais entre tout ce que cerise sur le gâteau. Voilà, c'était la cerise sur le gâteau. C'était vraiment le bouquet final en fait pour moi le marathon. Donc dans tous les cas je pouvais pas retenir mes larmes et donc je me suis repris les esprits, tout ça. Et là arrivent les derniers mètres et là c'était quelque chose de fou parce que je vois le chrono et je vois 2h59 et quelques secondes. Je dis putain, je suis pas loin. Et je dis par contre, il faut que j'y aille, il faut que je sprinte. Donc je commence à claquer un gros sprint. Et là, je vois le petit chrono et je dis ça y est. Je franchis la ligne d'arrivée, je dis ça y est, je l'ai fait. Donc en fait, j'ai sub 3 heures. Ouais. Ce que je pensais irréalisable, je l'ai réalisé. Et vu que tu pensais que c'était impossible. Impossible, jamais, jamais. Ouais, voilà, jamais. Je me suis dit. En plus, c'était l'un de mes rêves les plus fous parce que j'envie toutes les personnes qui font du sport. Il y en a tellement qui veulent être en moins de 3 heures sur un marathon. Des gens qui se sont entraînés toute leur vie pour être en moins de 3 heures sur un marathon et qui n'y arrivent pas. Et toi, en 10 mois, tu casses ce record. Et en 10 mois, je casse ce record. Pour ton premier marathon, c'est impressionnant. Et qu'est-ce qui s'est passé après la course? Alors, après la course... Explique-nous, parce que là, tu franchis la ligne d'arrivée et tu réalises que tu as fait 2h57. Ouais, 2h59 en course officielle, mais sinon, sur la montre, oui, 2h57 parce qu'il y a toujours une marge à chaque fois. 3 heures, quoi. Sub 3 heures. Et là, j'arrive à l'arrivée, je m'arrête, j'ai un gros tournis, je sens plus mes jambes et je sais que je l'ai fait. Et je sais que c'est la fin de beaucoup de choses, de beaucoup d'accomplissements. C'est la fin d'un accomplissement, mais pas seulement du marathon, de tout ce que j'ai accompli dans l'année réunie, tu vois.
Et là en fait je sais pas ce qui s'est passé, je me suis complètement laissé aller, je suis tombé. T'es tombé dans les pommes. Ouais, je suis tombé raide comme ça par terre. Et j'ai été pris directement par les secours. Sous civière, c'est ça? Sous civière. Et j'ai été ramené au poste de secours direct. Et ouais, je pouvais plus parler, j'avais la bouche ouverte, juste comme ça. Ah, je pouvais plus parler. Tu pouvais plus parler. J'arrivais plus à bouger mes doigts de pied, j'arrivais plus à bouger mes jambes. J'arrivais juste à bouger un peu mes mains. Ah ouais. Tu t'es vraiment donné pour ça. Ouais, j'avais les paupières dilatées. J'étais complètement tétanisé quoi. Je savais plus où j'étais quoi. Mais le seul moment dont je me rappelle, c'est après la ligne d'arrivée. Je me suis dit ça y est, je l'ai fait et j'ai réalisé tout ce parcours quoi. Tout ce parcours. Et en fait, épuisement total et je me suis laissé aller, je me suis dit vas-y laisse-toi aller. Et en fait, voilà, je suis tombé. Et... Impressionnant. Bah déjà bravo à toi pour ce marathon. Pour un premier marathon, c'est impressionnant, faire moins de 3 heures. Moi je sais que je l'ai fait en 3h44, c'était très compliqué, mais moins de 3 heures, c'est impressionnant, je trouve ça vraiment indescriptible. Ouais. Et maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que le sport, et en particulier le marathon et cette préparation, t'as appris sur toi-même en vrai? Ça m'a appris déjà de comprendre beaucoup de choses de la vie. Ça m'a appris des émotions beaucoup plus fortes. Ça m'a appris ce que c'est la motivation, la détermination, la régularité, l'évolution. Et ça m'a aidé aussi à dépasser mes limites. Et c'est quelque chose d'énorme pour moi. Et je le dis tout le temps, avec ce marathon et toutes les séances que je m'inflige au quotidien et tout le temps que je prends pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ne me comprennent pas. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens maintenant, ils ne savent pas ce que c'est cette sensation parce qu'ils ne le font pas. Ils ne le pratiquent pas, donc ils ne peuvent pas savoir le bienfait. Et moi, tu vois, il y a beaucoup de gens qui me disent, parce que vu que je prends moins de temps maintenant pour ma famille et mes amis, et c'est un point dont je tiens vraiment à en parler, c'est les gens qui me disent « t'as changé ». Mais réellement, j'ai pas changé. Parce qu'en fait, il faut savoir que changer, c'est quelque chose de brutal. Changer, c'est un changement de comportement, d'attitude, d'apparence, c'est d'avis aussi. Donc, mais c'est quelque chose, changer aussi, c'est quelque chose qui ne te fait pas spécialement grandir intérieurement, tu vois. Que moi, c'est pas ça, c'est pas changer. C'est juste que j'ai évolué. Et évoluer, c'est voilà, j'ai progressé, j'ai grandi, je me suis amélioré avec le temps. C'est un changement, mais vraiment qui est en continuité. C'est une transformation qui garde ton essence de ce que tu es toi, mais qui te fait mûrir. Et c'est ça la vraie évolution. Et moi, je sais que, tu vois, évoluer, c'est trouver un équilibre dans ta vie pro, dans ta vie personnelle et dans ta vie sportive. C'est vraiment ça que tu as trouvé, surtout avec la course à pied. Voilà, et avec la course à pied, c'est vraiment ça que j'ai trouvé chez moi. Au début, j'avais du mal, parce que je me suis dit comment je vais pouvoir faire avec tout ça. Mais en fait, il suffit juste d'avoir un équilibre. Mais forcément, ça demande du temps. Quand tu vas accomplir des choses et avoir des objectifs, ça demande du temps. Et peut-être qu'il y a des gens, pour eux, c'est pas normal, mais si en fait. Et jusqu'à ton ascension, jusqu'au marathon, y a-t-il eu des rencontres qui t'ont vraiment permis de surpasser et d'aller jusqu'au bout du marathon? Ouais. Alors ouais, il y a une rencontre avec Claude d'Artois, donc, qui a fait Koh-Lanta. Je lui ai envoyé un message sur Instagram. Je lui ai demandé s'il était là au marathon, tout ça. Il m'a dit oui. Et j'ai pu aller courir avec lui à un run communautaire. Donc ouais, j'ai pu prendre une photo et tout avec, etc. Et le mec, il est super simple, chill. Franchement, c'est vraiment une bonne personne et il te pousse vraiment à aller au bout. Et il sait très bien qui j'étais quand je lui ai envoyé un message parce qu'il savait que je faisais le marathon. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit bon marathon, etc. Enfin bref, tu vois, je ne vais pas rentrer dans les détails.
Et il y a quelqu'un surtout qui m'a donné l'envie de me surdépasser. Enfin, une personne qui a d'ailleurs fait les 7 marathons majeurs et qui a fait le record du monde. Donc je pense que tu sais qui c'est, hein, Dorian Louvet. Donc j'ai pu regarder tous ses vlogs depuis le début, donc de chaque marathon qu'il a fait. Et j'ai vu un marathon qui m'a tenu à cœur où il avait sa fille et tout dans les bras et il a dit comme quoi sa fille c'est ce qui lui permettait d'être une super bonne motivation, tu vois. Donc c'était un peu sa fille qui le motivait à faire ses marathons. Ouais, voilà, tu vois. Et le mec, tu vois, il est génial, c'est pas une grosse tête, c'est pas, tu vois, c'est un mec Simple, c'est un mec simple, chill. Et du coup, voilà. Et du coup, moi, je me suis permis de lui faire un message sur YouTube, sur l'une de ses vidéos, parce que moi, je trouvais ça important pour moi, parce que c'est quelqu'un vraiment qui m'inspire au quotidien. Qui t'inspire au quotidien, Et, pour pas te surpasser, quoi. voilà, et qui m'aide à faire plein de choses, même quand ça va pas, tu vois, dans les courses, dans les entraînements quotidiens. Et il m'a répondu. Et il m'a répondu sur le commentaire, il était très content de mon message. Et il m'a dit quelque chose de très important. Et je m'en suis rappelé du début de la course à la fin de la course. Il m'a dit profite de chaque instant et cours avec le cœur. Il m'a dit bon courage, il m'a souhaité bon courage pour mon marathon et il m'a dit profite de chaque instant et cours avec le cœur. Wow. C'est une belle phrase. Hein. Quand j'étais sur la ligne de départ, j'ai pensé à ça. Je me suis dit Tristan, n'oublie pas ce qu'on t'a dit. Profite de chaque instant, cours avec le cœur. Je suis arrivé à la ligne d'arrivée et en fait j'ai repensé à ça. Je me suis dit Tristan, t'as profité de chaque instant et t'as couru avec le cœur. Impressionnant. Et Tristan, une certaine affirmation qui t'a permis de te motiver, quoi. C'est ça. Et puis t'as ce chrono à l'arrivée. Et je me suis dit, en fait, tu t'inspires des autres et c'est que du positif pour toi. Et ce qui est bien, c'est qu'en faisant ce qui est magnifique, des beaux chronos et montrer que tu t'impliques dans ce sport, et en fait, le fait que tu t'inspires des autres, toi, il y en a qui vont s'inspirer de toi. Du coup, tu motives aussi d'autres personnes. Donc voilà, tu motives d'autres personnes. Et je te jure, il y a même des gens qui m'envoient un message pour que je leur fasse des plans d'entraînement. Alors que moi, Alors que t'es pas un coach. Voilà, que je suis pas un coach. Et même moi, je galère à faire mes propres plans d'entraînement. C'est dingue. Donc là, on en vient un peu à les dernières questions. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de lorsque tu avais 16 ans, que tu étais un gros geek, que tu fumais, tu avais une mauvaise hygiène de vie? Qu'est-ce que tu lui dirais là concrètement maintenant que tu as réalisé un marathon, que tu as réalisé quand même de bons accomplissements, malgré beaucoup de sacrifices, hein, j'imagine. Ce que je lui dirais, c'est que je lui dirais juste reste où tu es et ne reviens plus. Reste dans un coin, dans une boîte enfermée, ou limite enterré sous terre, quoi. Moi je lui dirais ça, à mon ancien moi je lui dirais en fait c'est trop dur à expliquer. Mon ancien moi c'était pas moi. En fait c'est une autre identité. Ah putain, ouais, en fait c'est ça. En fait je vais te dire je vais te dire aussi quelque chose que j'en ai pas parlé, enfin que je t'en ai pas parlé, mais tu vois je suis tatoué sur mon bras gauche. Ouais. Je suis tatoué. Moi je suis un fan de Star Wars. T'es un fan de Star Wars? Je suis un fan de Star Wars. J'aime bien aussi Star Wars. Tu connais l'histoire d'Anakin? Anakin c'est quelqu'un qui a toujours été dans le côté lumineux. Par peur et par influence, il bascule dans le côté obscur. Ok? Et à la fin, toute fin, il redevient quelqu'un de bien. Mais il est trop tard, il meurt. Moi, j'étais quelqu'un de bien. J'ai basculé dans le côté obscur. Et j'ai réussi à détruire la personne que j'étais avant pour devenir une meilleure personne. Sauf que moi la différence entre Anakin et moi, c'est que lui, il est devenu Dark Vador et il était trop tard. Que moi, il n'est pas trop tard. La preuve aujourd'hui, je suis devenu encore meilleur que la personne que j'étais avant, malgré cette phase horrible. Et maintenant, le meilleur reste à venir. Donc c'est pour ça que j'ai Vador
de tatouer sur mon biceps et Anakim sur mon avant-bras. Parce que ça représente en même temps mon histoire. Ça représente ton histoire, wow, c'est Ça impressionnant. représente mon histoire. Là, du coup, on en vient à la dernière question. Vu que maintenant, t'es pas devenu Dark Vador qui est mort, mais t'es en train de renaître. Quelle est ta mission maintenant? Quels sont les projets à venir? Alors maintenant, mes futurs projets, donc là déjà, à partir de ce mois qui arrive, ça va être beaucoup plus... Enfin, non, je vais te dire la vérité. Là, on est en fin d'année. Donc là, dans cette nouvelle année qui arrive, mon plus gros... Enfin, je vais être beaucoup focalisé sur ma vie professionnelle. Parce que ça va être mon plus gros objectif. Ça va être ton plus gros Voilà. objectif. Mais tout ce que j'ai comme autre objectif, c'est mis en pause. Mais c'est pas abandonné. Ça veut dire que je vais... Faut savoir se prioriser sur les bonnes choses au bon moment. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que je vais devoir stopper un petit peu. Ça veut dire que je vais moins bien garder la forme. Mais je sais que quand je vais revenir, ça va être encore mieux qu'avant. Ça veut dire que je vais tout arracher, clairement. Dès que c'est ça, exactement. Dès que ma vie professionnelle, j'aurai eu ce que je veux, je vais commencer à bâtir quelque chose dans ce que je veux dans la course à pied qui va être phénoménal. Et je le sais. C'est vraiment un bon mindset. Franchement, moi, je te remercie pour toute la valeur que tu as apportée. Merci Tristan. On a fait une super belle interview. Là, je crois qu'on est à plus de 1h30. C'est 1h30, franchement, un parcours assez inspirant, mais ça va toucher que ce soit des personnes qui fument, des personnes qui boivent, des personnes qui ont un mauvais entourage, des personnes qui sont potentiellement trop gentilles, même des personnes qui débutent la course à pied, pour comprendre qu'en 10 mois, même si on n'a pas le meilleur matériel et pas le meilleur coach, on peut réaliser de belles choses et franchement, je te souhaite le meilleur pour la suite. Parce qu'en réalité, avec la mentalité et tout ce que tu as pu réaliser, d'ici les 10 prochaines années, tu peux que faire mieux, que ce soit dans ta vie familiale, dans ta vie personnelle ou même dans ta vie sportive. Donc merci à toi Tristan. Merci à toi frérot.